Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode consacré aux influenceurs et plus particulièrement à la fiscalité de ces influenceurs au Maroc, toujours grâce aux éclairages de Maroun Harmesh, co-directeur de consulteur.ma. Je vous invite à écouter la partie précédente pour pouvoir appréhender pleinement cet épisode et voici sans transition cette deuxième partie. Bonne écoute. Alors, comment on fait l'office d'échange pour justement rapatrier ces fonds de ces créateurs de contenu qui ne sont pas dans l'obligation, on va dire, de rapatrier tous leurs revenus au Maroc. Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, il faut savoir que l'Office d'échange, il a des accords avec, dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre d'accords internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, d'accords de non-double imposition ou d'échange d'informations avec un certain nombre de pays. Et quand un citoyen marocain non résident dans ce pays-là ouvre un compte, donc il y a un échange d'informations. Donc là, c'est parmi les sources d'information. Quand il y a des virements qui sont venant de l'étranger vers un compte ne justifiant pas d'une activité, qui ne relève pas d'une activité professionnelle déclarée, donc là, ça peut déclencher une alerte. Et de toute façon, l'Office d'échange, à travers une amnistie qu'il a lancée, il appelle ces Marocains-là à s'autodéclarer, à payer une amende et à rapatrier cet argent-là. Juste pour avoir un ordre de grandeur, dans cette amnistie-là en cours, on paye aux alentours de 5% de ces montants, ou 10%, je ne me rappelle plus des taux. D'ailleurs, c'est une mesure aussi qui a été menée par la Direction générale des impôts, donc pour rapatrier ces revenus-là en contrepartie d'une amnistie. Parce que si on ne déclare pas et si le constat de l'existence de ce compte ou de ces revenus se fait directement par l'administration, c'est des fois, on doit payer, par exemple, pour le compte, je pense, 8 fois ou 10 fois le montant qui est déposé sur ce compte étranger. En plus des pénalités qu'on paie au niveau de la direction des impôts au titre du fisc. Il faut savoir aussi qu'une grande plateforme comme PayPal, qui est très utilisé pour le transfert d'argent, notamment pour ces influenceurs-là, et a des accords avec le Maroc. Il a un accord avec une banque, Tijeri, je pense, Tijeri Wafa Bank, et donc tous ces revenus-là, ils sont tracés, on peut les identifier. Donc il faut savoir qu'il y a une législation assez musclée au niveau international pour ces transferts de fonds, notamment a été mis en œuvre pour combattre l'argent sale, pour combattre l'évasion fiscale, les revenus des mafias, etc., et des trafics. Et donc, ça rentre dans le chapitre un peu de l'évasion fiscale. Et donc, il y a une grande partie des pays qui s'échangent des données entre elles, ce qui permet de tracer, je pense, assez facilement ce type de pratique, sauf si on est dans un paradis fiscal. Là, c'est un peu plus haut, ou dans un pays où le secret fiscal, le secret bancaire est bien gardé, ou dans certains pays qui n'échangent pas ces données-là, comme les États-Unis, sauf dans des cas très particuliers. Donc, ça peut un peu, comment dire, euh, passer entre les filets. Il y a un autre aspect, c'est que la direction des impôts a lancé une campagne pour les personnes dont les comptes bancaires sont alimentés de manière anormalement haute. Je pense qu'ils ont commencé avec quelque chose comme 5 millions de dirhams. Celui qui obtient 5 millions de dirhams qui passe par son compte bancaire en une année sans qu'il y ait un justificatif, vente d'un bien immobilier ou une transaction ou des revenus qui sont déclarés, des dividendes d'une société, une activité professionnelle qui est déclarée. Là, il devra justifier et c'est là où l'administration peut avoir la main assez lourde sur ces revenus. En tout cas, là, il y a une vraie campagne pour traquer ce type de revenus, pour faire passer ces gens-là à des citoyens qui contribuent, et c'est normal, dans le développement du pays à travers l'impôt.
Et justement, pour faciliter cette contribution, est-ce que maintenant un jeune, on va dire influenceur ou un jeune créateur de contenu, pour pouvoir déclarer ce revenu, est-ce que, on va dire, la nomenclature est présente au sein des impôts pour pouvoir déclarer ça de façon assez facile? Est-ce que c'est, on va dire, assez accessible, hein, parce que on sait que des fois, l'administration marocaine présente un peu des problèmes au niveau de l'accessibilité et aussi de l'adaptation un peu aux nouvelles technologies. Alors, je pense que là, c'est des idées reçues que de dire que c'est complexe avec l'administration, surtout par rapport au passage de l'informel au formel. Il y a plusieurs mesures qui ont été menées par l'administration. Aujourd'hui, la chose la plus facile, c'est de se faire identifier et verser l'impôt auprès de la direction des impôts. C'est assez facile, il suffit de créer une entité, une forme juridique, soit quand on a les revenus qui sont inférieurs à 200 000 par an, et dans ce cas-là, on reste auto-entrepreneur, on ne paye pas la TVA et on verse, je pense, 3% ou 5% du chiffre d'affaires. Soit on est au-delà de 200 000 et on réalise bon, dans ce cas-là, on réalise des services d'export. On peut opter pour soit la personne physique, soit la personne morale. C'est assez facile, on peut se faire accompagner par un comptable. La procédure, il ne prend même pas 10 jours et on commence à verser l'impôt. Je peux vous dire que l'administration, elle a beaucoup travaillé sur cet aspect de faciliter le paiement, le paiement de l'impôt pour développer justement l'assiette fiscale. Non, non, je ne pense pas qu'il y ait... le problème, c'est beaucoup plus peut-être la, sous, la non-sensibilisation de ces personnes sur la procédure à suivre ou non-intérêt, un non-intérêt de leur part à verser l'impôt ou une pratique. On est restant caché, restant heureux. Je pense que c'est un peu le chemin de la facilité, mais on peut assez facilement au Maroc, je le dis encore, que d'entreprendre ou de créer une entité pour réaliser ce type d'opération. Justement, en parlant d'intérêt, quelles sont, on va dire, les conséquences négatives hein, pour ces influenceurs qui veulent pas respecter la loi en termes, bien sûr, fiscal, mais surtout juridique? Alors déjà, sur le côté financier, les pénalités peuvent être très, 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 très lourdes. Si on détecte quelqu'un qui ne se conforme pas à ses obligations fiscales ou légales par rapport à la déclaration de revenus, parce que ça rentre un petit peu dans l'activité d'avoir un revenu illicite ou inconnu, puisqu'il n'est pas déclaré. Mais au-delà, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'intérêt du créateur de contenu, puisque en passant sous forme d'une personne dans le formel, que ce soit personne physique ou morale, il profite un peu des services sociaux. Il pourra avoir une retraite, il pourra verser sa contribution à la CNSS, il peut avoir un produit de retraite ou de prévoyance auprès de la CIMR. Il peut contracter un crédit auprès de la banque. Il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est facile pour lui d'avoir le visa puisqu'il a un salaire ou un revenu qui est déclaré, etc. Donc, il rentre un peu dans la définition moderne de l'État et de citoyen d'un État. Alors que s'il reste dans le secteur informel, c'est le secteur informel avec toutes ses inconvénients. Il a des revenus, il ne sait pas quelles sont les sources, il peut pas il n'a pas de couverture médicale, il n'a pas de couverture par rapport à la retraite, etc. Merci beaucoup, Marlon Halmaj, pour tous vos éclairages. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.